Pierre Bouretz, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour Politica, une plateforme que vous connaissez, que vous fréquentez déjà. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes philosophe, pleinement philosophe, et en même temps un philosophe qui entend développer son travail, sa réflexion, dans un cadre qui est celui des sciences sociales. C'était la raison pour laquelle nous étions très enthousiastes à l'idée de pouvoir discuter avec vous et présenter ce qui a été votre itinéraire intellectuel jusqu'à présent. De ce que je sais de vous, vous avez rencontré à Lille les enseignants qui ont joué un rôle déterminant dans votre vocation de philosophe, Jean Bollack et Heinz Wiesmann, et c'est de là qu'est née cette carrière, en quelque sorte. Et pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, d'abord, merci, et j'ai aussi grand plaisir à être là. Oui, je pense que pour chacun d'entre nous, il y a des hasards au point de départ. Donc voilà, oui, j'étais en Hippocagne à Lille, et j'aimais pas beaucoup l'ambiance de l'Hippocagne et de la Cagne, donc je vais à la fac, et à la fac, je tombe, je ne saurais plus dire comment et pourquoi, dans le séminaire de Jean Bollack. Donc on est en 76 ou 77, je suis tout petit, je ne connais pas bien le grec, voilà. Enfin, je ne sais plus du tout comment il se fait que je me retrouve là-dedans. Donc je me retrouve dans un endroit quand même très très impressionnant, parce que c'était un séminaire de philologie comme on devait en faire à Berlin ou à Bâle à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Le séminaire de Bollack, on avait l'impression d'être le séminaire de Heidegger ou quelque chose comme ça. Bon. Puis il y avait quand même des gens un peu plus accessibles, comme par exemple Heinz Wiesmann, alors, qui a été vraiment pour moi quelqu'un d'absolument décisif, parce que il m'a un peu tout appris. Tout appris, et à commencer par... D'abord, il fallait choisir entre la philologie grecque et l'histoire de la philosophie, disons. Donc là, il y avait une première décision à prendre. Et puis il m'a appris à m'immerger là-dedans, quoi, à pas simplement avoir envie de faire de l'histoire de la philosophie, mais de la vivre et il m'a appris la science comme expérience et pas seulement comme technique. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, qui a été quelqu'un de très important, de façon très discrète, mais pour deux générations, celle qui précède la mienne et la mienne, c'est quelqu'un, Wiesmann, qui a eu un rôle absolument décisif et socratique. Et qui vous a précédé à l'École des hautes études en sciences sociales, à l'école, qui est notre collègue. Alors, on part de la philologie grecque et de l'histoire de la philosophie sous la houlette d'Heinz Wiesmann, et il y a le détour par les sciences politiques, puisque vous venez à Paris, oui. Et là vous rencontrez à l'Institut d'études politiques d'autres disciplines. Oui, c'est ça. De même que j'ai pas eu envie de passer le concours de l'ENS parce que j'avais l'impression que c'était pas un monde très agréable. De même, j'ai pas voulu passer l'agrégation. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour un peu compléter les choses. Donc je suis allé dans un endroit où j'avais l'impression que j'allais apprendre des choses nouvelles, et en particulier du droit et de l'économie. Voilà, c'était ça qui m'avait attiré à Sciences Po. Un peu d'histoire, mais enfin c'était l'histoire contemporaine, c'était pas très difficile. C'était l'histoire de la 3e, la 4e République. Bon, on apprenait assez facilement la collection Point-Seuil. Bon, c'était pas ça qui m'attirait. Ce qui m'attirait, c'était le droit et l'économie. Et c'est en particulier le droit auquel je me suis beaucoup intéressé, mais en n'oubliant pas que derrière, il y avait la philo et que je n'avais pas envie d'abandonner la philo. Donc, les choses ont commencé à se préciser au moment où il a fallu faire une thèse et choisir un sujet de thèse. Alors justement, vous choisissez un sujet de thèse sur Max Weber. Et là, j'imagine que la formation en droit pouvait être un élément au moins complémentaire, utile à votre réflexion sur Max Weber, mais que vous abordez non pas en historien de la sociologie, mais bien en philosophe, ce qui donnera ce livre, votre premier grand livre, Les promesses du monde, consacré à la philosophie de Max Weber. Est-ce que vous pourriez
quelques phrases, nous expliquer en quoi consiste un projet philosophique de décryptage de l'œuvre d'un grand sociologue comme Max Weber, qui à l'époque est sollicité par à peu près tout l'arc de la sociologie française, sans exception. Mais l'anecdote, et pour sourire 2 minutes, c'est une manière de faire du maranisme philosophique. C'est une manière de faire de la philosophie en disant que je fais des sciences sociales. C'est une manière de me protéger, parce que j'ai la chance d'être élu tout de suite, donc très jeune, par miracle, à la Sorbonne, dans un département de sciences politiques, qui est un milieu extraordinairement hostile, pas seulement à mon égard, mais à l'égard de la philosophie. Donc il faut que je fasse un peu semblant de faire autre chose. Et donc quand même une très bonne idée qui est de faire cette thèse sur Max Weber, avec l'idée qu'on ne pourra pas me reprocher de ne pas m'occuper de sciences sociales. C'était difficile de me dire, non, tu ne fais pas des sciences sociales, tu ne joues pas le jeu. Bon. Simplement, c'était moi qui travaillais, c'était moi qui préparais ma thèse, c'était moi qui préparais mon livre. Et in fine, le livre serait sous-titré « Philosophie de Max Weber ». Donc l'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était de lire Max Weber par l'arrière et pas par l'avant. La manière dont on lisait Max Weber pour faire de l'histoire des sciences sociales, c'était de le lire à partir de ce qu'il avait produit, c'est-à-dire de le lire comme avec Durkheim en France, avec quelques autres, comme étant le point de départ des sciences sociales. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller voir ce qu'il y avait en arrière, sur quoi il était adossé, sur quelle culture il était adossé, et c'était d'essayer non pas de voir comment il inventait les sciences sociales, mais de voir comment il se détachait de son univers intellectuel, comment on pouvait le comprendre par rapport au panorama de sa génération. Et c'était quoi ? C'était Kant versus Hegel versus Nietzsche. Voilà. Donc c'était ça que j'ai essayé de faire. Ça impliquait une décision de lecture. Ça impliquait de décider de lire Max Weber comme un philosophe, c'est-à-dire de le lire autrement que comme on peut le lire quand on veut montrer qu'il est l'inventeur des sciences sociales, ou un des 2 inventeurs des sciences sociales. Là, c'était une manière de le lire à rebrousse-poil, et de le lire, en tout cas un certain nombre de ses textes, un certain nombre de ses grands textes, comme des textes de philosophie, avec les mêmes règles que les règles de la lecture philosophique, de la lecture herméneutique, et puis d'essayer de reconstruire les arrière-plans sur lesquels on pouvait mettre de la réflexivité dans son propre travail. Et c'est là que j'ai découvert que, oui, c'était par rapport à ça qu'il fallait le penser, que derrière, dans son esprit, il y avait la grande opposition Kant versus Hegel, et puis il y avait dans un petit coin Nietzsche. Donc qu'est-ce que ça donnait dans la problématique du désenchantement du monde ? Alors, justement, je pensais au livre de Marcel Gauchet, publié à peine quelques années avant le vôtre. Et du coup, votre travail centré sur Max Weber vous a permis de dégager quelque chose comme une philosophie de l'histoire de Max Weber, que vous pourriez peut-être présenter en quelques phrases. Oui, c'est une philosophie de l'histoire qui est marquée par son temps, effectivement, qui est une philosophie post-hégélienne et en partie anti-hégélienne de l'histoire, avec une dimension nietzschéenne qui est que, au fond, la meilleure formulation, elle est postérieure, ce serait Horkheimer et Adorno, ce que met au jour, au travers de la fameuse affaire du désenchantement du monde, Max Weber, c'est une dialectique de la raison. C'est l'idée que la rationalisation du monde, qui pour lui commence dans l'Antiquité, elle aboutit à une sorte de destruction de la raison. Alors c'est dit de manière moins formalisée que par quelques décennies plus tard par Horkheimer et Adorno, mais enfin l'idée c'était quand même ça, c'est-à-dire que ça pouvait se redire autrement. Au bout de la démarche de Max Weber, il y avait l'idée que le monde était tel qu'il était et qu'il n'y avait plus de possibilité de se figurer un monde différent, que la problématique kantienne et puis néo-kantienne à son époque, de maintenir l'idée d'un devoir-être, d'une tension entre ce qui est, ce qui devrait être, tout ça il fallait l'abandonner. Donc ça c'était déjà un peu hégélien, c'était un peu l'idée que le monde a achevé ce qu'il avait, sa trajectoire, il suffit de le décrire. C'est là que commencent les sciences sociales. Après tout, le rapport entre les sciences sociales et la philosophie, en tout cas par rapport à la tradition kantienne, ça commence quand ? Ça commence au moment où on dit il faut décrire le monde tel qu'il est. Et les sciences sociales, au fond, c'est ça, c'est décrire le monde tel qu'il est
en renonçant à l'idée de le penser tel qu'il pourrait être. Bon, voilà, donc c'était ça que je découvrais avec, avec une petite empreinte nietzschéenne dans le relativisme, dans l'idée que à partir du moment où il n'y a plus un point de vue kantien, un idéal régulateur, il n'y a que des perspectives sur le monde. Voilà, ça c'est l'empreinte du nietzschéisme, c'est ce que Ricoeur dira dans la préface qu'il fera pour le livre, la morsure du nihilisme. Voilà, ça capture bien ce que j'avais essayé de montrer. C'est que chez Max Weber, il y a une sorte de morsure du nihilisme, c'est le relativisme, il n'y a plus que des points de vue sur le monde et plus un horizon normatif et plus la possibilité d'un devoir-être. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée. Et c'est là que j'avais senti à ma manière ce que c'est que l'invention des sciences sociales. C'est le moment où on dit le monde ne peut plus qu'être décrit. Alors ça, j'ai eu ensuite l'occasion de le vivre, parce que dans le milieu dans lequel j'étais à Paris 1 en sciences politiques, ça, on me l'a envoyé à la figure tous les jours. C'est-à-dire que justement la philosophie devenait du sens commun avec lequel il fallait rompre pour faire des sciences sociales. Oui, on voit bien ce que vous visez par là. La pluralité des points de vue et au fond l'idée que l'idée régulatrice ne peut pas être l'unique vecteur d'une description du devenir historique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également éprouvé lorsque vous avez écrit sur le triptyque démocratie, république, sécularisme ou laïcité, c'est-à-dire le fait que au fond, ce projet républicain français, lui aussi, était traversé non seulement d'une pluralité d'idées régulatrices et pas d'une seule, et en même temps était approprié par ceux auxquels il s'adresse à partir de points de vue très différents. Oui, alors ça, c'est un travail qui découle pas généalogiquement de mon travail sur Weber. Le travail sur Weber, il dérive vers d'autres choses. Mais oui, dans ce petit livre, La République et l'universel, il y a une dimension France-Allemagne. Il y a une dimension France-États-Unis, il y a une dimension France-Allemagne. La dimension France-États-Unis, on la connaît bien. Les Français ont tendance un peu à oublier que la Révolution américaine est antérieure à la Révolution française et que derrière la Révolution américaine, il y a l'invention du parlementarisme en Angleterre. Mais ça, c'est assez bien documenté. Ce que je voulais mettre aussi en regard, c'était la tradition allemande. C'est-à-dire que la bifurcation entre les Lumières françaises et les Lumières allemandes qui deviennent le romantisme. Donc là, je voulais essayer de reconstituer l'image. Au fond, c'était un livre sur l'imaginaire politique et historique français. Oui, Voilà, ce que je voulais montrer, c'est que l'idée républicaine, elle se comprenait elle-même et elle essayait de se vendre, parce qu'il y avait un peu cette idée qu'il fallait éclairer les nations, comme étant le véritable universalisme, contesté, on pourrait dire sur sa droite, par le romantisme allemand, par justement un romantisme pré- puis post-hegelien, dans lequel il n'y a pas une raison abstraite, universelle, etc. Puis contesté par ailleurs par les Lumières anglo-saxonnes, beaucoup plus pragmatiques, voilà. Donc c'était un livre un peu justement sur l'imaginaire politique historique français, donc l'imaginaire de la République, et son aspiration, mais aussi sa prétention à incarner l'universel. Ça entrait en résonance, enfin, la partie franco-allemande entrait en résonance aussi avec les travaux de Dumont. Oui, le très grand livre de Dumont sur l'Allemagne, qui est un de ses livres, qui n'est pas un de ses livres les plus connus, parce que c'est un livre un peu à la marge de ses travaux d'anthropologie, mais qui est un très beau livre, qui est un livre très, très, très puissant, parce que justement, c'est un peu un livre d'anthropologie culturelle, on pourrait dire quelque chose comme ça. Alors, il y a un moment, vous disiez que le livre sur Max Weber, Les promesses du monde, aboutissait ou se poursuivait dans une autre direction que celle que je viens de vous faire prendre autour de la République, c'est-à-dire votre énorme chantier sur donc les témoins du futur, c'est-à-dire sur cet ensemble de portraits intellectuels et philosophiques d'un certain nombre de philosophes ou de penseurs qui ont en commun d'avoir vécu le processus de sécularisation du monde juif en terre germanique, pour le dire simplement, c'est-à-dire cette somme traduite en bien des langues, dans lequel vous reveniez sur les œuvres de Franz Rosenzweig, Ernst Bloch, Walter Benjamin, Gershom Scholem, Leo Strauss,
Hans Jonas et Emmanuel Levinas, j'en oublie peut-être un. Peut-être, oui, Martin Buber. Martin Buber, bien sûr, correspondant de Scholem. Donc, avant de vous poser une ou deux questions plus précises sur ce livre, c'est comment vous en êtes venu comment l'idée vous en est venue? À la fin de mon travail sur Max Weber, ce que je pensais avoir démontré, c'est que le diagnostic de Max Weber sur son temps, la rationalisation du monde, le désenchantement du monde, était descriptivement exact, qu'il y avait bien un moment weberien de l'histoire de l'Europe, qui était bien ce moment du désenchantement. Ma question, c'était, Max Weber a raison d'un point de vue descriptif, est-ce qu'il a raison d'un point de vue normatif, d'un point de vue doxologique? Voilà. Donc là, il y avait deux perspectives qui s'ouvraient. J'ai exploré les deux. Il y en avait une qui était du côté de la théorie du droit, la théorie politique. Est-ce que Max Weber a raison de dire qu'à partir du moment où le monde est rationalisé, désenchanté, il n'y a plus que le droit formel, le droit administratif, le droit bureaucratique, mais il n'y a pas de possibilité de réouvrir un horizon de normativité? Ça me conduisait vers quoi? Ça me conduisait vers Habermas. Ça me conduisait vers le néo-kantisme en matière de théorie des normes. Donc ça me tournait vers Habermas, vers... pour le dire en termes habermasiens, retrouver dans les structures profondes de la modernité des contraintes de normativité qui permettaient de justement remettre en jeu la question de la normativité. Ça me conduisait vers aussi la théorie du droit anglo-saxonne, Rawls, Dworkin, etc. Donc là, j'ai passé un long moment de ma vie à travailler sur ça et à m'occuper de philosophie du droit, de théorie du droit. Ça n'a pas donné un livre, ça a donné un livre collectif que j'avais organisé qui s'appelait La force du droit, dont j'avais écrit la très longue introduction. Mais j'ai jamais fait un livre là-dessus, mais j'ai fait beaucoup d'articles, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est là-dessus que j'ai eu la chance de travailler avec Paul Ricoeur, parce qu'on s'est intéressé à ces choses-là en même temps, au même moment. Donc on a pas mal travaillé ensemble là-dessus. Bon, puis il y avait une autre piste qui était plutôt du côté de la philosophie de l'histoire. D'un côté, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus concevoir une normativité? Réponse non. Allez voir du côté d'Habermas, du côté de la philosophie du droit anglo-saxon. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'horizon du futur au-delà du monde tel qu'il est? Non. Enfin, en tout cas, l'intuition que j'avais, c'est qu'il fallait aller chercher justement chez des auteurs, alors dans la liste, tout particulièrement Walter Benjamin, Ernst Bloch. Donc là, c'était plutôt une question de philosophie de l'histoire. Et là, j'ai découvert qu'au fond, les auteurs qui m'intéressaient, ils avaient deux points en commun, vous les avez donnés. Ils étaient allemands et ils étaient juifs. Alors il fallait comprendre en quoi c'était important qu'ils soient allemands et en quoi c'était important qu'ils soient juifs. Là, il ne fallait pas se tromper. Le fait qu'ils soient allemands, ça veut dire que justement, ils étaient nés dans le monde weberien. Ils étaient des contemporains du diagnostic weberien. Et ils étaient contemporains du fait que Max Weber avait raison quand il décrivait le monde de l'Europe à son époque. Bon. Donc ça, c'était ce plan-là. Ensuite, ils étaient juifs. Est-ce que ça avait une importance ou pas? Et si ça en avait une, laquelle? Donc, voilà, c'est là que commence à émerger le thème du messianisme. Voilà. Comme le fil conducteur qui vous permet de passer d'un auteur à l'autre. Alors, je pense que cet entretien ne peut pas aller dans la direction d'un examen de chacun des cas, même si ce serait un grand plaisir. Mais je vous propose de prendre deux exemples, puisque on vient d'évoquer la question de la philosophie de l'histoire. J'aimerais qu'on revienne sur deux des auteurs, Gershom Scholem d'un côté et Walter Benjamin de l'autre, en ayant au fond en tête l'idée que faire cette histoire philosophique de philosophes qui travaillent la question de l'histoire, mais qui sont en même temps pris dans cette histoire juive et allemande, était peut-être aussi une façon en philosophe, d'esquisser un tableau que bien plus tard que vous, Yuris Loskin, va faire en historien sur la question du siècle juif. Et en même temps, peut-être un pas de côté par rapport à une autre proposition qui est celle de Yerushalmi, dans cette idée, au fond, qui est très présente dans sa série de conférences d'Achol, qui voudrait que le monde juif ne produit
pas de philosophie de l'histoire, mais simplement produit remémoration. une pratique de la remémoration. Oui, donc là vous avez bien choisi, c'est les deux auteurs topiques, alors d'abord par leur biographie, par le fait qu'ils étaient très proches et dans une relation d'une densité, d'une tension électrique extraordinairement forte entre les deux. C'est une histoire extraordinaire, leur relation. Benjamin est un peu plus vieux que Scholem. Au départ, c'est Benjamin qui a une emprise sur le jeune Scholem, puis petit à petit, la relation s'inverse. Petit à petit, c'est Benjamin qui apparaît comme fragile et Scholem qui devient une personnalité très forte. Et dans leur relation, dans leur discussion, on a la chance d'avoir leur correspondance, on a la chance d'avoir les mémoires de Scholem, on a la chance d'avoir paru juste au moment où j'écrivais mon livre, des carnets de jeunesse de Scholem. Donc tout ça peut très bien se documenter. Dans l'épaisseur de leur relation, il y a à peu près tous les problèmes. Il y a le problème de la sécularisation, il y a le problème de la philosophie de l'histoire, quelle philosophie de l'histoire, il y a le problème du rapport au judaïsme, il y a la question du sionisme, évidemment, qui est une question aussi décisive dans tout ce monde-là. Un des éléments du contexte, de l'arrière-plan, c'est le rapport au sionisme. Alors, le rapport au sionisme, c'est une question politique, mais c'est plus qu'une question politique, en un sens. C'est aussi le rapport à l'Allemagne, c'est aussi le rapport à l'Europe, c'est aussi le rapport à la tradition juive, avec comment on fait pour en conserver quelque chose sans la loi, sans la référence à la religion. Donc la relation entre Scholem et Benjamin est une extraordinaire clé pour entrer dans tout ça. Et ça donnera chez Benjamin une philosophie de l'histoire très tranchante et très éclatée, les fameuses thèses sur la philosophie de l'histoire. Ça donnera chez Scholem une philosophie de l'histoire qui se met en place dans un travail, dans un programme d'historien, mais d'historien philosophe, d'historien pas comme tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de construire sur une base d'érudition et de philologie allemande du XIXe siècle, un monument de savoir en termes d'érudition philologique, et qui, à partir de ça, construit sa propre philosophie de l'histoire, qui est sa philosophie de l'histoire du judaïsme, alors très différente de celle de Yerushalmi, par exemple, ou d'autres, très hétérodoxe du point de vue des historiens. Si on met ça en regard des grandes histoires du peuple juif qui ont pu être faites à la même époque ou de celles qui avaient derrière, c'est très hétérodoxe du point de vue de la méthode historique. C'est pas un historien très orthodoxe, parce que justement, il y a une philosophie de l'histoire chez lui, qui est une philosophie qui lui vient de Benjamin, mais qui s'est appropriée à sa propre manière. Donc on a deux personnalités qui font des choix de vie différents. L'un reste en Allemagne au dernier moment, en Europe jusqu'au dernier moment, et puis on sait ce qui se passe. L'autre part très tôt s'installer en Israël. Qu'est-ce qui serait arrivé à Benjamin s'il avait pu passer aux États-Unis? Je ne sais pas. C'est très difficile d'imaginer est-ce que Benjamin se serait senti chez lui aux États-Unis, c'est pas sûr. Enfin bon, en tout cas, on ne fait pas d'histoire contrefactuelle, là en l'occurrence. Donc deux personnages qui se séparent, et ça donne deux œuvres absolument différentes, mais extraordinairement complémentaires. Et puis l'histoire dure après, parce qu'après, il y a l'histoire de la mémoire de Benjamin. Là, ça devient l'histoire de la réception de Benjamin, et le fait qu'il y a d'un côté Scholem et Arendt, qui par ailleurs se détestent, mais qui sur un point au moins sont d'accord, c'est la manière dont ils veulent protéger Benjamin. De l'autre côté, il y a Adorno et Horkheimer qui ont un autre Benjamin qui essayent de l'attirer à eux. Et cette histoire-là, elle n'est toujours pas terminée. Aujourd'hui, on continue de se battre pour savoir si Benjamin était un faux marxiste, mais un marxiste quand même, s'il était un métaphysicien. Enfin bon, on continue aujourd'hui. Il y a 3 colloques Benjamin par jour dans le monde. Et voilà, il y a toujours 36 interprétations de Benjamin, y compris les plus délirantes. Et voilà. Alors, puisqu'on en est à Benjamin, comme vous l'avez dit, Gershom Scholem va prendre comme point d'application de sa philosophie de l'histoire la pratique de l'histoire savante. Le livre sur Shabtai Tzvi en est la plus parfaite illustration. Et Benjamin, lui, va entreprendre une autre route, et une route qui lui fait rencontrer très fondamentalement la littérature. Et il me semble que de la série des personnes dont nous avons parlé, si j'ose dire, il manque la fille.
vois venir, oui. C'est-à-dire Hannah Arendt, Mhm. qui a en partage avec Oui. Walter Benjamin précisément ce rapport hétérodoxe, non pas à la philosophie, Mhm. mais à la pratique Oui. corporative du métier de philosophe. Mhm. Et il se trouve que Hannah Arendt, qui n'est pas dans Témoins du futur, est néanmoins quelqu'un avec lequel vous avez eu un très long compagnonnage intellectuel. En témoigne à la fois votre responsabilité d'éditeur d'une partie de son œuvre dans la collection Quarto, Surtout, oui. mais également le livre que vous lui avez consacré sur ce qu'on appelle philosopher. Alors, Oui. Alors là, oui, Arendt, c'est effectivement la fille. Alors bon, je vois le clin d'œil explicitons. On m'a souvent dit, mais il n'y a pas de femme dans ta trilogie, dans ton livre, tu as 9 personnages, c'est tous des hommes. Réponse, bah oui, mais le problème, c'est que dans ce livre avaient leur place des gens qui avaient un rapport fort, à la fois personnel et intellectuel avec le judaïsme. Manque de chance, Hannah Arendt n'avait qu'un rapport extraordinairement distant et en gros sans savoir avec le judaïsme. Donc pardon, j'aurais pu me forcer pour qu'il y ait une fille, pour qu'il y ait une femme, je ne l'ai pas fait, mais elle n'avait pas sa place. Mais elle en a ailleurs. Donc voilà, donc Arendt, c'est quelqu'un que j'ai découvert justement quand je faisais de la science politique. C'est là que j'ai pu lire les origines du totalitarisme pour la première fois, et puis beaucoup d'autres choses. Puis elle m'a attrapé le jour où Françoise Sibiel m'a proposé de faire pour la collection Quarto quelque chose qui était important, parce que c'était la première fois qu'on pouvait donner aux lecteurs français les origines du totalitarisme en vrai. Je veux dire par là que les origines du totalitarisme, paru en 1951, c'est un livre en 3 grandes parties, l'antisémitisme, l'impérialisme, le totalitarisme. En France, il n'avait vécu que tronçonné en 3 livres. Donc je pense que même probablement de très bons lecteurs ne savaient pas que c'était un livre. Et on pensait, c'était paru chez 3 éditeurs différents, à 3 dates différentes, avec 3 traducteurs différents. Donc il y avait un enjeu très important, d'abord qui était d'harmoniser les traductions, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une traductrice, mais il y avait de mettre en scène le fait que pour la première fois, les lecteurs français allaient pouvoir avoir le choc qu'est l'entrée dans ce livre, qu'on n'a pas quand on a lu l'antisémitisme ou dans l'autre sens. Le choc d'entrée dans ce livre. Donc ça, il fallait le mettre en scène. Il fallait, donc j'écris une longue introduction qui est une biographie intellectuelle d'Arendt, une introduction aux origines du totalitarisme, puis on décide d'ajouter Eichmann à Jérusalem. Donc là, ça relance les complications. Là, c'est un livre que j'aime pas beaucoup, mais il faut quand même que je le présente, que je le mette en scène, un dossier sur la réception, la controverse autour du livre. Bon, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un travail que j'aime bien parce que c'est un travail utile en plus. C'est un travail qui a permis quand même de faire en sorte que le public français ait très tard, mais malgré tout, entre les mains ce que c'est que ce livre, qui est un monument. Alors ensuite, quand on regarde dans le détail, ça j'avais essayé de l'expliquer, il y a des parties qui sont plus ou moins bonnes, il y a même des choses qui à mon avis sont fausses, mais il y a des pages absolument géniales, lumineuses, puis la fin est extraordinaire, et ça reste un livre absolument... voilà. Alors sur ce, je croyais en avoir fini avec elle, et puis elle m'a rattrapé un petit peu quelques années plus tard, là par hasard. C'est-à-dire pratiquement le jour où je donne la dernière pièce de Témoins du futur, justement, un éditeur me donne les 2 volumes en allemand du journal de pensée d'Hannah Arendt qui vient juste de paraître en me disant « Est-ce que vous voulez jeter un œil et dire si ça présente un intérêt ?» Donc, entre les mains, 800 pages en allemand, un allemand épouvantablement difficile parce que ce n'est pas un allemand écrit, c'est des notes de travail et c'est exclusivement des notes de travail. Il y a pas c'est pas un journal, c'est pas un journal intime. Il y a un seul fait intime qu'elle note, c'est le jour de la mort de son mari. Sinon, c'est un journal de travail. Et simplement, j'ouvre ça, c'est 800 pages, magnifiquement édité par 2 éditrices allemandes qui ont fait leur travail de manière admirable. Je me dis, c'est un document extraordinaire. C'est un document extraordinaire parce que ça peut permettre de faire de la génétique philosophique, de voir comment c'est exactement un peu plus de 20 ans de la vie d'Arendt. Voilà, c'est un objet difficile à manipuler, mais absolument magnifique. Voilà, elle me rattrape par la manche, je pensais en avoir fini avec elle.
le texte que j'avais écrit pour Quarto s'appelait Hannah Arendt entre passion et raison. Donc voilà, je lui réglais son compte tel que je pensais qu'il fallait le régler, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, pourquoi elle m'agaçait, ce qui, je pense, l'a fait parfois déraper dans certaines choses. Par exemple, Eichmann à Jérusalem, je crois qu'il y a une partie de ce livre qui est fausse parce que justement elle s'est laissée un peu attraper par ses passions mauvaises. Mais enfin, en tout cas, je pensais en avoir fini avec elle, sauf que là, elle m'a repris 2 ans de ma vie parce que j'ai écrit un livre avec un immense plaisir, mais qui était difficile et qui était un exercice qui était fascinant, qui était de vraiment là pouvoir entrer dans l'intimité d'une pensée. On a très peu de journaux de travail de grands philosophes. On a quelques carnets de Wittgenstein, on a quelques cahiers de Benjamin, mais un cahier qui couvre 25 ans de la vie d'un philosophe important entre le moment où elle a exactement rendu le manuscrit des origines du totalitarisme et le moment où elle finit son dernier livre qui ne sera pas tout à fait achevé sur la vie de l'esprit. Elle écrit The Human Condition, qui est une anthropologie philosophique. On a tout le matériau qui voit comment toutes ces idées lui sont venues, comment elle travaille avec les textes, etc. Bon, très beau, magnifique objet. Bon, elle m'a repris 2 ans de ma vie. Alors, avant de conclure notre entretien par une réflexion sur ce que signifie faire de l'histoire de la philosophie en philosophe, je voudrais que nous attardions juste un moment sur votre dernier grand chantier, en tout cas chantier terminé, qui est ce très très beau livre sur Maïmonide, sur les Lumières du Moyen-Âge, sur ce philosophe juif cordouan du XIIe siècle, pour les spectateurs qu'ils puissent le situer, qui est mort en 1204, c'est-à-dire au moment de la bataille de Bouvines. Il meurt au moment de la bataille de Bouvines. Vous avez, au fond, mis en œuvre, une fois encore, une enquête philosophique sur un auteur majeur, avec comme préoccupation l'élucidation des conditions de possibilité d'une pensée qui est à la fois une pensée morale et métaphysique, dans le livre des Égarés, à distance d'une simple reproduction de la tradition religieuse, à distance, mais pas dans l'affranchissement de cette tradition religieuse. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire quelques mots ? Oui, ben là, j'ai essayé de retracer le lien entre le livre sur Max Weber et Témoins du futur. Là, le lien entre Témoins du futur et le Maïmonide, c'est Léo Strauss. Parce que dans Témoins du futur, le Léo Strauss qui m'intéressait, c'est pas le Léo Strauss qu'on connaît et qu'on aime ou qu'on déteste, c'est-à-dire le Léo Strauss américain vivant à Chicago à partir des années 50 et étant le philosophe de la culture, de l'éducation, etc. C'est le Léo Strauss qu'on connaît beaucoup moins, Berlin, 1920, 25-30, donc le Léo Strauss qui est un jeune juif allemand et qui un jour reviendra là-dessus et écrira un texte absolument extraordinaire sur ce que c'était d'être un jeune juif allemand dans les années 1920-1925, où, comme par hasard, mais justement c'est tout sauf un hasard, son premier livre est sur Spinoza. Il écrit son premier livre sur Spinoza, et 30 ans plus tard, quand il fait une préface pour la traduction en anglais de ce livre, il fait un texte autobiographique extraordinaire, où il essaye justement de saisir qu'est-ce que c'était qu'être juif en Allemagne, et en partie juif et allemand à cette époque. Bon, et c'est lui qui me conduit vers Maïmonide, puisque c'est lui qui réouvre ce grand champ de la philosophie médiévale. Donc voilà, c'est lui qui m'emmène là-bas. Alors voilà, il m'emmène là-bas avec l'idée que, en gros, je crois que l'idée à l'époque, c'était il a construit le cadre herméneutique, le cadre historique et le cadre herméneutique dans lequel il faut lire un auteur comme Maïmonide. Il n'a pas fait le job, moi je vais le faire. En gros, c'était ça. Il avait expliqué que Maïmonide, comme Al-Farabi, les philosophes de cette époque, c'était des platoniciens qui se voyaient comme Platon voyait le philosophe dans l'allégorie de la caverne, et ils se voyaient comme une petite élite persécutée par le vulgaire, par la foule. Il avait écrit 2 articles d'une extraordinaire difficulté, mais quand on arrivait à se les approprier, qui donnaient les clés pour lire un auteur comme Maïmonide. Je disais, bon, au fond, si j'arrive à faire le job que je trouve ça pas fait, c'est pas mal, quoi. Et puis, un jour m'est arrivé, j'abrège, mais je me suis rendu compte que c'était, comme on dit, c'était un peu plus compliqué que ça, quoi. Que chez Maïmonide, c'était pas tout à fait aussi simple que de dire, il se voit en philosophe platonicien persécuté ou en position de persécuté dans une foule hostile.
il y a un rapport plus complexe au monde dans lequel il vit. Voilà. C'est là que le sous-titre de mon livre n'est pas Maïmonide philosophe, n'est pas philosophie de Maïmonide, comme j'avais fait philosophie de Max Weber, mais Maïmonide philosophe. Parce que la question qui régit l'enquête de ce livre, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe au Moyen-Âge ? Qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe dans le monde arabe et le monde juif médiéval ? Parce que dans le monde chrétien, la situation est complètement différente. Donc la clé, le point de départ de l'enquête, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe au Moyen-Âge ? Est-ce que Strauss a complètement raison quand il dit que c'est être un persécuté qui a un art d'écrire de persécuter, ou est-ce que c'est plus compliqué ? C'est là que je découvre que c'est un peu plus compliqué. Il y a deux aspects. Il y a à l'évidence cet aspect-là, mais il y a aussi chez lui un projet d'enlightenment, un projet d'élévation du niveau graduel de compréhension des choses vraies, de la vérité, des différentes catégories de gens de son peuple à son époque. Alors, cette dernière enquête m'amène donc à la question, au fond, conclusive, mais que j'annonçais il y a un instant, parce que ce qui fait l'unité de votre travail depuis vraiment vos débuts, c'est bien la question de, quand vous dites Léo Strauss n'a pas fait le job, je vais faire le job, ce rapport que vous avez d'abord au devancier est celui d'un philosophe, pleinement philosophe à chacune des étapes et dans chacun des livres et articles que vous avez publiés, mais un philosophe qui fait le job de cette histoire philosophique de la philosophie, dont je crois savoir, pour en avoir discuté avec vous, que vous ne la voyez pas à l'œuvre partout et que vous défendez comme une approche qui demeure indispensable. Oui, vous le dites très bien, c'est une histoire philosophique de la philosophie. Alors, ce que m'apprend Strauss, c'est que la bonne histoire de la philosophie, c'est une histoire qui traite des problèmes philosophiques. Ça, c'est déjà une chose très importante. C'est pour ça, j'ai dit quand j'ai essayé de répondre à la question sur Max Weber, quelle était la question que j'essayais de résoudre. Comment est née l'idée de Témoins du futur ? C'était résoudre une question philosophique. Bon, là, je viens de dire, Maïmonide philosophe, qu'est-ce que c'est ? Bon, à chaque fois, ça c'est ce que vraiment Strauss m'a appris de loin, mais c'est de la bonne histoire de la philosophie, c'est pas simplement on prend un auteur et on va expliquer ce qu'il y a dedans, c'est on essaye de résoudre une question philosophique qu'on se pose. Et puis on lâchera le morceau seulement au moment où on pensera avoir résolu le problème. Ça peut être avec un auteur, ça peut être avec plusieurs auteurs, ça peut être un moment de l'histoire de la philosophie. Mais en tout cas, la bonne histoire de la philosophie, elle pose des questions, elle essaye de résoudre des questions philosophiques. Premier point. Deuxième point, elle les résout à partir d'une connaissance intime de la philosophie. Ce à quoi vous faites allusion, pour que ça ne reste pas trop allusif entre nous deux, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie bataille intellectuelle à mener pour défendre l'histoire de la philosophie. Si on se place à l'échelle mondialisée dans laquelle on vit, aujourd'hui aux États-Unis, on ne fait plus d'histoire de la philosophie, où on l'a fait dans des départements d'histoire comme histoire culturelle. Le résultat étant qu'elle est faite par des gens qui ne connaissent pas la philosophie. Parce qu'aux États-Unis, le mainstream de la philosophie, c'est la philosophie analytique. Même maintenant, ça devient un peu ringard, c'est la philosophie de l'esprit. C'est un type de philosophie qui ne pense pas sa propre histoire, qui n'a pas d'intérêt pour sa propre histoire, et qui considère que l'histoire de la philosophie, de la tradition philosophique, ça n'a pas d'importance. C'est Richard Rorty qui écrit quelque part que dans un département de philosophie aux États-Unis, quand les collègues se réunissent à la fin de l'année et disent « bon, l'année prochaine, qui va enseigner Hegel ?» les autres répondent si possible « personne ». Bon. Et donc aux États-Unis aujourd'hui, l'histoire de la philosophie est faite dans des départements d'histoire culturelle qui ne sont pas les départements les plus en vue des grands départements d'histoire, des grandes universités américaines. Bon, le point, c'est pas de savoir si ça s'enseigne en philosophie ou en histoire. Le point, c'est que je crois que l'histoire de la philosophie doit être enseignée par des gens qui sont capables de lire des textes philosophiques. Et ça ne s'improvise pas. Ça implique, c'est comme la musique, il faut connaître, il faut savoir faire ses gammes, et il faut avoir la théorie avant de pouvoir... Donc l'histoire de la philosophie doit être philosophique au sens où elle traite des problèmes philosophiques et où elle est faite par des gens qui savent lire des textes philosophiques. Et donc du coup, elle est à la fois
de la philosophie, c'est fondamentalement de l'herméneutique, c'est savoir lire des textes. Bon, à mon avis, elle doit être aussi, alors c'est là que je suis plus tout à fait, je fais plus exactement la même chose que Strauss, c'est qu'elle doit être aussi contextualisée. C'est que, pour moi, il y a toujours un travail de contextualisation historique, c'est-à-dire que c'est de l'herméneutique élargie à l'histoire. C'est de l'herméneutique élargie au contexte historique. Ça complique encore un peu plus le travail herméneutique, qui est toujours de passer de la partie au tout et de revenir à la partie. Il faut rajouter un cercle un peu plus large qui est l'histoire. Mais je crois, par exemple, que mes témoins du futur, si j'avais pas fait l'effort d'essayer justement de contextualiser ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport à la sécularisation, le rapport aux Lumières juives, à la Aufklärung, le rapport au sionisme, etc., le livre aurait été probablement moins intéressant. Je crois que le livre sur Maïmonide est intéressant parce que justement il y a cette contextualisation sur l'aspect qu'est-ce que c'est qu'être un philosophe dans la société juive de l'époque de Maïmonide. Bon. Voilà donc ma défense de l'histoire de la philosophie, c'est une histoire philosophique, une histoire faite par des philosophes, ça ne veut rien dire, mais par des gens qui ont une vraie capacité technique et une vraie capacité d'empathie avec les textes, de familiarité avec les textes, mais qui ont aussi une vraie volonté de faire un travail d'historien sur la contextualisation des choses. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, il faut faire un vrai travail. Bien, Pierre Bouretz, merci beaucoup pour vous être soumis à cet entretien. Merci et nous célébrons les noces de l'herméneutique et de l'enquête de sciences sociales de conserve. Et c'est là que nous pouvons rendre hommage à notre école, que nous aimons tant tous les deux. C'est que c'est un des rares lieux, non seulement en France, mais au monde, où on peut faire ça, justement, en pleine liberté. J'en suis bien d'accord, Pierre Bouretz. Merci. Merci.